Bonjour, comme promis, je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues. Donc, vous me permettrez de lire un document parce que je n'ai pas gardé en mémoire toutes les questions posées. Donc, je vais commencer par la première question qui m'a été posée concernant donc une conférence que j'ai faite en Grèce où effectivement j'ai parlé de la mer. Et la question est, tu as légèrement évoqué lors de ta conférence en Grèce, peux-tu nous dire, de ton point de vue, comment nous pouvons nous connecter à la mer qui n'est plus vraiment présente sur nos terres européennes? Peut-être qu'à force de la reconnaître et de nous connecter à elle à travers vous, qui êtes au jardin de la lumière en pensée avec notre cœur, à distance, nous pouvons espérer la faire revenir sur quelque territoire. Ou bien doit-on nous occuper des règnes des minéraux, végétaux, animaux pour les libérer et renouer un contact? Que ferais-tu si tu devais, comme moi, comme nous, te contenter de rester en France? J'ai fait donc une conférence hier où j'ai essayé déjà de répondre à quelques questions. Et effectivement, j'ai évoqué un petit peu le travail qui était possible de faire déjà à distance, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire avec les conditions que vous avez actuellement au niveau environnemental, social, politique et ainsi de suite. Donc je vous invite déjà dans un premier temps à écouter la conférence que j'ai faite hier. Maintenant, je vais surtout répondre à cette question en se concentrant, est-ce que nous pouvons faire revenir la mer? Alors, la mer, comme je le disais, elle est vraiment présente à partir du moment où à l'intérieur de toi, tu as permis de renouer le langage. Donc, quelque part, je dirais que ce n'est pas tellement une concentration, un désir, ou même de vouloir que la mer habite dans sa vie. C'est vraiment une attitude intérieure qu'il faut changer. Il faut vouloir être du règne de la mer et être comme si tu voulais devenir la mer, c'est-à-dire porter en toi les vertus, et pas seulement les porter, mais surtout les incarner. Donc c'est vraiment quelque part pas un territoire qui fait que tu vis avec la mer. C'est vraiment une attitude intérieure. Après, c'est vrai que je conseillerais à tout le monde sur cette question que tu me poses, où tu me dis qu'est-ce que tu ferais toi si tu étais en Europe? Moi, je crois que si j'étais vous, la première chose que je ferais, c'est de venir la rencontrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va vraiment te faire ressentir, non pas intellectualiser, mais vraiment ressentir ce que peut être la vie quand elle est dans ta vie. Et c'est toute la différence, parce qu'à partir du moment où tu as goûté, ressenti, compris ce que peut être la vie intérieure liée à la mer, cela te donne des ailes, cela te fait comprendre certaines choses dans ta vie et finalement te donne la force de passer à une étape supérieure. Donc je pense que la première chose que je ferais, c'est que j'irai la rencontrer pour comprendre c'est quoi la mer dans sa sensation, dans son vécu intérieur. Et après avoir compris, je pense que j'aurai la force, peu importe où je suis, de commencer vraiment à me mettre en condition pour essayer d'être de son royaume, dans le sens d'avoir éveillé certains fondamentaux à l'intérieur de moi et me permettre aussi de commencer à vivre avec les valeurs que je porte en moi. Je pense que c'est ça que je ferai. Alors, est-ce qu'il faut réellement se consacrer ou se concentrer sur le travail avec les animaux, les végétaux et les pierres? Je dirais qu'en fait, le processus est le même. C'est vraiment une question de respiration, de se permettre d'avoir un lien, un langage, une ouverture et une vibration
avec les mondes subtils. Même si tu te concentres sur les animaux, les végétaux et les minéraux, ça ne veut pas dire que le lien se fera parce qu'il y aura cette atmosphère entre deux tant que toi, tu n'as pas développé tes corps subtils. Tu ne pourras pas entendre le message des animaux, des végétaux et voire même eux-mêmes peut-être n'entendront pas parce qu'il y a un monde entre toi et eux. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque part vraiment une attitude intérieure. Les conditions extérieures sont favorables ou pas favorables. Et la condition extérieure qui n'est pas favorable aujourd'hui pour l'Europe et les pays occidentalisés, c'est vraiment cette écriture, cette puissance, cette volonté de vous diriger, de diriger l'humanité vers des projets qui n'appartiennent pas à la lumière et en tout cas qui ne vous appartiennent pas. Donc votre pouvoir créateur est quasiment utilisé par vos ressentiments, vos regards sur la société, vos pensées, vos opinions, tout ce que vous donnez en énergie à l'intérieur de vous est une force qui ne vous appartient plus, qui donne de la validité à ce monde-là. Voilà, donc je pense que profondément, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part de comprendre ce qu'elle veut, au point de vous mettre en mouvement et de le faire. Parce que je dirais que le problème d'aujourd'hui va être comment toi, tu interprètes l'enseignement de la mère. Avec quel monde à l'intérieur de toi, tu interprètes l'enseignement de la mère. Est-ce que les organes comme ta pensée, ton ressenti, tes oreilles, qui à l'intérieur de toi comprend, analyse et étudie? Est-ce qu'il n'y a pas ce corps que tu as créé avec la vie de tous les jours qui a des buts orientés, ou est-ce que c'est ta vraie vision intérieure, c'est-à-dire ce qui t'appartient, tes souhaits profonds? Et c'est là que le travail de la mère intervient, dans le sens que elle te montre que tu es construit pour uniquement vivre dans ce monde. Maintenant, il y a des choses qui s'éveillent en toi, certes, parce que tu as l'appel de ton âme, tu as ta destinée qui vient frapper à la porte et qui veut te mettre en mouvement pour que tu fasses quelque chose. Mais aujourd'hui, tu n'as pas les centres de perception, tu n'as pas la liberté de regarder les choses comme toi tu souhaites les regarder. C'est le monde qui t'a construit, qui regarde les choses avec toi et qui fait que l'information n'est pas telle qu'elle doit être. Elle est mise dans une couleur à l'intérieur de toi et toi tu la comprends en fonction de tes intérêts subtils mais aussi de la vie. Donc, arriver à entendre les choses telles qu'elles doivent être entendues nécessite un pas important dans la vie, c'est-à-dire de récupérer son potentiel et ses organes de perception. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et voilà, en fait, au final, je t'invite à prendre un peu de temps dans ta vie et de venir faire l'expérience de toucher la terre de la mer avec tes pieds, avec tes mains, avec tes yeux, avec tes oreilles. Et je pense que tu appréhenderas l'enseignement de la mer d'une autre manière, puisqu'elle aura touché le réel en toi. Maintenant, je vais répondre à une deuxième question. Moi, j'aimerais savoir si la voie de la Kundalini et l'ouverture de l'œil d'Horus sont liées au végétarisme. Est-ce qu'une personne non végétarienne qui est sur ce chemin peut avoir des difficultés? Ou c'est après l'ouverture de l'œil d'Horus qu'on dira à l'initié de ne pas consommer des animaux? Alors en fait, je dirais que c'est une décision de se donner des conditions
pour être le plus subtil dans sa vie. C'est vrai qu'à partir du moment où tu manges un animal, en fait, tu es redevable vis-à-vis de l'égrégore animal. C'est une certitude puisque tu enlèves la vie de l'animal, il est mis dans des conditions de souffrance, il est élevé comme un objet et une chose et non plus comme une âme. Donc évidemment, tout cet impact amène un endettement et amène un poids dans ta vie. À un moment donné de ta vie, c'est toi qui fais le choix de te libérer de choses inutiles à porter dans ta vie. Donc en fait, je dirais qu'il n'est pas nécessaire d'avoir l'œil d'Horus ou la voix ou la Kundalini éveillée. Ça, ce sont des centres de perception à l'intérieur. La notion de végétarisme est un choix de vie qui te permet d'être plus léger et dans le respect des lois de la vie. Voilà, donc je n'attribuerai pas le végétarisme à l'œil d'Horus ou à la Kundalini. Pour la troisième question, comment pouvons-nous comprendre l'idolâtrie à notre époque? En fait, je pense que ce mot idolâtrie n'a pas d'époque et que de tout temps, il y a eu des idoles. Et donc, c'est le sens même de la projection de ce qu'un individu peut devenir ou advenir de sa vie. Donc, un idole, dans le fond, n'est pas tant négatif que ça. Maintenant, c'est quelle idole tu choisis. Parce qu'à partir du moment où tu poses ta dévotion, ton émerveillement, ton futur, où tu revêts même l'image parfaite de cette idole, en fait, tu vas le devenir. Mais pour cela, il faut avoir les capacités de le devenir. Donc c'est là où est le problème, où l'idolâtrie devient quelque chose de négatif, c'est que on pense, en fait, on vit à travers l'autre, mais en fait, on ne vit pas soi-même. Donc l'idolâtrie, à la base, n'est pas forcément quelque chose de négatif, elle peut être un tremplin vers autre chose. Mais ce tremplin doit être accompagné de ton mouvement à toi, de ton projet, de ta vie intérieure, de ce qui t'appartient. À partir du moment où c'est un fantasme irréalisable, non seulement parce que le projet est trop grand, mais surtout si tu ne fais rien pour aboutir à ce projet. Donc, comprendre l'idolâtrie, c'est un phénomène pour moi naturel, normal. Même un enfant idolâtre son parent, parce que c'est son devenir. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'êtres qu'on peut idolâtrer, dans le sens que les êtres aujourd'hui qui sont les représentants futurs de notre destinée et voir l'objectif à atteindre de sa vie sont des êtres axés essentiellement sur l'existence du corps et la gestion de mondes qui t'éloignent de l'essentiel de toi. Autre question. Comment se protéger et ne pas être touché par l'impact sournois des pensées négatives de notre entourage sur nos vies? En fait, on va toujours revenir au même point. Ce que tu es t'appartient. Ce que tu n'es pas, on peut te le prendre, on peut l'abîmer, on peut le salir, on peut l'influencer. Donc la notion de ta vie doit être de te retrouver toi, parce que tu vois, à un moment donné de ta vie, quand tu commences à t'affirmer intérieurement en commençant à mettre des projets, en commençant
à te mettre une identité, en commençant à sortir de toi ce que tu penses profondément t'appartenir à toi. Tu réinvestis ton être et tu commences à apparaître et à être. Tant que tu es construit par la validation des mondes extérieurs, dans le sens que tu cherches toujours confirmation si tu es une bonne personne, si ce que tu as fait est bien, si ce que tu choisis est bien. En fait, tant que tu seras dépendant du monde extérieur, inévitablement, il aura un impact dans ta vie, qu'il soit positif ou négatif. Donc, se protéger par des talismans, par des prières, bien sûr, cela, occasionnellement, peut te protéger sur le moment. Mais dès que tu seras dans l'inconscience de la vie, dans le sens que tu ne seras pas présent à regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, tous ces mondes viendront se poser sur tes faiblesses et sur tes manques, c'est-à-dire ce que tu n'es pas. Donc, pour répondre finalement à ta question, comment se protéger et ne pas être touché, il n'y a pas de formule magique. Il y a qu'il faut être et être capable de dire oui ou de dire non. Mais tu vois, ce n'est pas quelque chose d'impossible, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. C'est une question de prendre la décision de le faire. Et à ce moment-là, quand tu commences à savoir que ça tu veux ou tu ne veux pas, tu te protèges toi-même de mondes dans lesquels ils savent que l'entrée est interdite. Donc, tant que tu n'es pas individualisé, tant que tu n'as pas réinvesti ta vie dans une direction précise, eh bien, tu es vulnérable parce que tu n'es pas. Tu n'es pas parce que tu n'es pas présent dans ton être pour dire « ça je veux, ça je ne veux pas ». Et la plus grande protection que tu puisses avoir, c'est d'être. Parce que quand on est, rien ni personne ne peut te prendre ce que tu es et ne peut se substituer à ta vie. Voilà, je suis désolée de ne pas apporter plus de techniques. Il y en a des tas de techniques. Je pense que même dans des livres, tu en trouveras. Mais moi, je pointe essentiellement le fait que les outils, nous les avons à l'intérieur de nous et qu'en fait, on doit faire notre part en tant qu'individualité pour reprendre le chemin de notre vie et d'aller dans la maîtrise de notre vie. Et la dernière question que je répondrai pour aujourd'hui, les rêves sont-ils automatiquement un reflet de notre vie intérieure? Quels sont les critères pour discerner les rêves qui ont une signification pour nous faire avancer sur notre chemin? Alors, les rêves sont l'écho de tout ce qui est présent dans notre vie sur le moment. Cela peut être intérieur, mais cela peut être aussi dans les mondes subtils. Ce que l'on peut recevoir dans un rêve est en fait un état, un état des lieux de ce qui est là en ce moment dans ta vie. Et la façon dont c'est imagé, interprété, c'est en fonction de ce que tu peux comprendre. Bien sûr qu'il y a symboliquement, comme par exemple les animaux totems, il y a eu des interprétations qui ont été données sur des images qui souvent ont représenté une certaine chose. Et c'est vrai que ça peut un peu orienter, mais ça n'est pas systématique. Parce que tu vois, c'est en fonction aussi des choses que tu peux comprendre. Par exemple, on veut te prévenir de quelque chose, d'une difficulté que tu vas rencontrer dans ta journée. Eh bien, la nuit, on va t'envoyer un rêve. Alors, par exemple, ça peut être un vide, où on te voit tomber dans un trou. Ça va être l'image
assez général qui va te faire réagir pour te dire il va se passer quelque chose. Mais vois-tu, il y en a, ça va pas les effrayer et ça va pas les faire réagir. Donc on va amener une image qui va plus les toucher. Par exemple, je vais prendre une image que tout le monde peut comprendre. On va mettre une image où une maman voit que son enfant va avoir quelque chose de grave. Là, ça va la faire réagir. Et tu vois, en fait, c'est juste pour dire la même chose. Il va se passer quelque chose, sois vigilant. Donc, en fait, les rêves, il faut les laisser venir le matin quand tu te réveilles. Mais en fait, il faut pas y mettre d'affect. Il faut essayer de le regarder comme une situation. Et en général, c'est pour t'informer de quelque chose qui va arriver ou qui est présent dans ta vie. Donc je pense que tout rêve a une signification. Simplement, il y en a juste pour te dresser le décor de ta vie intérieure et subtile, et d'autres qui sont là comme les esprits qui viennent la nuit te prévenir d'éventuelles situations afin que tu puisses le gérer au mieux possible dans ta vie. Donc j'aurais tendance à dire que tout n'est pas systématique, que tout rêve n'est pas prémonitoire, que tout rêve n'est pas important, que c'est à toi de réapprendre le langage du rêve à partir du moment où le matin tu te poses, tu fais venir le rêve et tu essaies de comprendre avec tous les rêves que tu reçois, le dosage, l'interprétation, et ainsi ça te permet finalement de connaître aussi tes états subtils, et ça c'est important. Et ça te permet justement de recommencer ta journée en y mettant des compléments d'informations pour régler les choses que tu peux ressentir à ton réveil. Donc finalement, les rêves ne sont pas automatiquement un reflet de notre vie intérieure, ça peut être un état des lieux aussi de l'extérieur. Voilà, écoutez, j'ai essayé de me pratiquer à cet exercice de répondre à cette question devant une caméra, ce qui n'est pas habituel pour moi. Mais il y a encore d'autres questions et je le ferai dans un autre enregistrement. En tout cas, j'espère avoir répondu à vos questions, vous avoir éclairé et que cela vous permette d'avancer sur le chemin. Je vous remercie.